Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi 12 avril. Fukushima, aussi grave que Tchernobyl, aveu du Premier ministre japonais aujourd'hui. À Strasbourg, la peur d'une catastrophe amène tout le conseil municipal à demander l'arrêt de la plus vieille centrale française, Fessenheim. Invité du 19 h, Roland Ries, le maire socialiste de la capitale alsacienne. La sécurité n'est toujours pas rétablie en Côte d'Ivoire, où la peur notamment n'a pas quitté Abidjan. Des tirs d'armes lourdes ont retenti dans 2 bastions de l'ex-président Gbagbo, qui a été amené à l'extérieur de la capitale dans un lieu tenu secret. Question sur le rôle exact de la France. Immigration, le Sénat ne veut pas d'une remise en cause du droit du sol voté par l'Assemblée nationale. Dans ce journal, la sénatrice communiste Éliane Assassi et Dominique Paillet, président de l'Office français de l'immigration, qui pourront débattre également de l'annonce de Claude Guéant au Sénat. Il y a quelques instants, il va demander une réduction des titres de séjour. Également avec nous dans cette édition, le socialiste Alain Anziani qui propose une loi de prévention des risques, les leçons de la tempête Xynthia. Premier jour de plein pouvoir donc pour Alassane Ouattara, dont la tâche s'annonce immense. Outre la réconciliation, il doit œuvrer à la paix et la sécurité. Et au lendemain de l'arrestation de son rival, Laurent Gbagbo, qui a donc été emmené en dehors de la capitale économique du pays, des partisans de ce dernier ont encore fait parler les armes aujourd'hui. Marie Lebon. Une journée après l'arrestation de Laurent Gbagbo, Abidjan peine à retrouver son calme. Vers midi, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans les quartiers du Plateau et de Cocody, 2 bastions de l'ancien président ivoirien à proximité du palais présidentiel. D'autres affrontements ont eu lieu dans le quartier de Yopougon, autre fief des partisans pro-Gbagbo. Dans l'ouest du pays, ce sont des scènes de tuerie qui ont été signalées. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, au moins 536 personnes auraient été tuées depuis fin mars. Les 4 mois de crise post-électorale ont fait, selon l'ONU, au moins 800 morts en Côte d'Ivoire, dont la moitié à Abidjan. Paris a annoncé une aide exceptionnelle de 400 millions d'euros en faveur de la Côte d'Ivoire pour secourir la population. La mission de la force française Licorne est complètement accomplie, estime le ministre de la Défense, Gérard Longuet, pour qui les militaires français, qui avaient reçu de nombreux renforts ces dernières semaines, doivent donc maintenant rentrer dans leur base. Les autorités françaises évoquent un simple accompagnement des militaires français ayant conduit à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Notons que les sénateurs communistes et du parti de gauche demandent un débat sur la nature exacte de l'intervention française en Côte d'Ivoire. La règle officielle, bien sûr, est d'en dire le moins possible, et l'échange à l'Assemblée nationale cet après-midi n'a pas permis de lever les zones d'ombre. Quant à la France, Monsieur le Premier ministre, elle n'a aucune vocation à s'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas choisi les dirigeants, elle n'a pas à choisir les dirigeants de pays souverains. Nous ne devons laisser planer aucune ambiguïté sur le sens de notre présence. Nous avons envoyé, avec l'ONU, un message symbolique extrêmement fort à tous les dictateurs. Nous leur avons indiqué que la légalité, la démocratie devaient être respectées et qu'il y avait des risques pour ceux qui ne le faisaient pas. Les soldats français ont accompli leur mission sans qu'il y ait eu de pertes du côté des Français, sans qu'il y ait eu de blessés. C'est un hommage que je veux leur rendre en vous disant tout de suite, Monsieur Hérault, que la force Licorne, qui est présente en Côte d'Ivoire depuis 2002, n'a pas vocation à rester en Côte d'Ivoire maintenant que la démocratie va s'installer et que le résultat des urnes est respecté. Voilà, et sur cet hommage aux militaires français et au retour de la démocratie, François Fillon, notons-le, a été applaudi par les élus socialistes qui donc avaient interpellé le Premier ministre par la voix de leur président de groupe. Notons que le Premier ministre avait aussi été applaudi un peu plus tôt dans la journée par Jean-Louis Borloo lors de la réunion des députés UMP. En effet, le président du Parti radical qui a annoncé la semaine dernière son futur départ de l'UMP a frappé dans ses mains après que François Fillon a lancé
lancé un appel à l'unité de la majorité. Sa présence et ses applaudissements ont étonné ou ravi nombre de participants à la réunion du groupe UMP. Le MoDem exprime de son côté ce soir, par la voix de son porte-parole, son doute sur la sincérité de la démarche du radical Jean-Louis Borloo en évoquant un possible accord avec l'Élysée. Le Premier ministre japonais lève les dernières précautions de vocabulaire. L'accident est aussi grave que celui de Tchernobyl, dit-il à propos de Fukushima. Mais ce n'est pas l'avis ce soir de l'Institut français de sûreté nucléaire pour qui les rejets radioactifs au Japon ne sont pas comparables. Mounir Soussi. La catastrophe de Fukushima, aussi dangereuse que celle de Tchernobyl, les autorités japonaises viennent de le confirmer. L'accumulation des fuites radioactives pousse l'agence japonaise de sûreté nucléaire à classer l'accident au niveau 7, le plus haut sur l'échelle des accidents nucléaires que seule la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l'histoire, avait atteint en 1986. L'agence annonce que le classement est provisoire, un comité d'experts doit confirmer la décision. Les autorités tentent de rassurer en précisant que les émissions radioactives enregistrées à Fukushima correspondent à 10% de celles relevées en Ukraine il y a 25 ans. Le pays est toujours touché par des répliques sismiques. Depuis lundi, des tremblements de terre supérieurs à 6 sur l'échelle de Richter ont secoué l'île. La région de Fukushima n'est pas épargnée. Un séisme d'une magnitude de 6,3 s'est produit aujourd'hui non loin de la centrale. Le personnel a été évacué, mais les opérations de refroidissement du réacteur n'ont pas été interrompues. Invité du 19h, Roland Ries, le sénateur maire socialiste de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec cette grande première, peut-on dire, c'est la première grande collectivité locale qui décide de demander la fermeture d'une centrale. Et ça s'est passé dans votre ville. Ça s'est passé hier soir, effectivement, au conseil municipal de Strasbourg. Une motion a été adoptée à l'unanimité moins une abstention. Donc les Verts, les socialistes, les UMP ont voté dans le même sens, demandant l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est l'effet Fukushima. Alors je crois qu'il y a évidemment l'émotion liée à Fukushima, mais il y a surtout le parallélisme des formes. Fukushima et Fessenheim ont été construites à peu près au même moment. Dans les années 70. Dans les années 70, avec une perspective de fonctionnement de 30 ans, exactement de la même façon. Et d'un côté comme de l'autre, l'idée c'est de prolonger de 10 années supplémentaires. Et c'est ces 10 années qui posent problème. Je crois que la motion, elle porte spécifiquement là-dessus. Alors il y a une différence entre Fukushima et Strasbourg. Strasbourg, vous ne risquez pas de tsunami. On ne risque pas de tsunami. Peut-être un tremblement de terre. Mais peut-être un tremblement de terre. Nous sommes aussi sur une faille sismique. Et le long du Rhin, avec des possibilités d'inondation si le Rhin sort de son lit, même s'il est aujourd'hui canalisé. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Je crois que ce qui nous a permis d'arriver à l'unanimité hier soir au conseil municipal de Strasbourg, c'est le fait que nous avons concentré notre attention sur Fessenheim. Et que le débat sur l'avenir du nucléaire, ou peut-être il y aura éventuellement des opinions différentes, et bien celui-là, il aura lieu dans le cadre de la campagne des présidentielles. Pour l'instant, Fessenheim, donc c'est à 80 km de Strasbourg, vous voulez en faire quoi ? Alors nous avons proposé d'en faire un site de reconversion, je dirais un site pilote en quelque sorte de reconversion. Parce qu'on a quand même un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas très bien comment arrêter les centrales en dehors de ce qui se passe à Fukushima, qui est évidemment pas souhaitable. Donc l'idée c'est de faire de cet arrêt de Fessenheim une sorte de modèle pour d'autres centrales qui sont vieillissantes aujourd'hui, et puis préparer la sortie du nucléaire. On aura sans doute des débats pour savoir selon quelles étapes, quelles conditions, est-ce qu'on sort du tout nucléaire ou est-ce qu'on sort du nucléaire tout court. C'est le débat du Parti socialiste. C'est le débat interne au Parti socialiste, et ce sera le débat, à mon avis, de la campagne des élections présidentielles. Mais vous, est-ce qu'en tant que maire de Strasbourg, vous seriez prêt à accueillir sur les bords du Rhin une nouvelle centrale moderne ? Dans l'état actuel des choses, non. La réponse est non. Je crois qu'il faut être réaliste et que, à l'évidence, le débat que nous aurons aboutira sous une forme ou sous une autre à sortir du nucléaire tel qu'il a été pratiqué jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est pour aller vers des solutions alternatives, d'autres énergies? C'est ce que je souhaite. Est-ce que c'est pour aller vers des économies d'énergie aussi? Tout cela sera sur la table dès maintenant. Vous-même, est-ce que vous êtes favorable à un abandon de l'énergie nucléaire? Je suis favorable à une sortie progressive, par étapes, raisonnée, négociée du nucléaire.
à condition de trouver des alternatives et à condition effectivement de changer notre mode de vie et de sortir de la civilisation du gaspillage pour arriver dans une autre forme de consommation peut-être plus économe en énergie. Quel poids avez-vous dans la décision d'arrêt éventuel de Fessenheim, vous comme maire de Strasbourg, même soutenu par votre opposition UMP, Roland Ries? Le maire de Strasbourg n'a pas la possibilité de décider l'arrêt de la centrale de Fessenheim, à l'évidence. Mais il a la possibilité, c'est ce que j'ai fait hier, de rassembler, au-delà de notre diversité politique, ceux qui, aujourd'hui, sont en première ligne et qui souhaitent mettre la pression sur les autorités nationales pour qu'on aille vers une décision de fermeture. Jusqu'à Fukushima, les riverains de Fessenheim, apparemment, vous pouvez me démentir, peut-être ne se plaignaient pas et n'avaient pas l'air d'être inquiets pour l'avenir. Ils ont pris l'habitude de vivre avec, non? Il faut quand même se rendre compte qu'il y a à proximité de Fessenheim des grands centres urbains. Il y a Bâle qui est à une trentaine de kilomètres. Et n'oublions pas qu'on est sur des zones frontières, 3 frontières, Suisse, Allemagne, France. Il y a Fribourg qui n'est pas loin. Il y a Mulhouse. Il y a Strasbourg qui est un petit peu plus loin au nord, mais c'est à 70 kilomètres. Oui, d'accord, mais là, ça c'est une géographie qu'on connaissait avant la catastrophe japonaise et il n'y avait pas d'inquiétude. Il y avait un débat en Alsace depuis longtemps sur l'arrêt de la centrale de Fessenheim. Alors aujourd'hui, ce débat évidemment ressurgit avec une force décuplée. Bien sûr. Merci Roland Ries de nous avoir fait part donc de ce vote hier soir unanime avec une abstention. Il y a dû avoir des débats internes assez vifs au sein de l'UMP, mais là vous n'étiez pas associé. Je n'ai pas été associé, mais on a négocié avec eux le texte même de la motion. Dernier point quand même, vous êtes en désaccord avec l'autre grande collectivité, c'est la région qui est dirigée par l'UMP, on sait, c'est la seule en France métropolitaine. Là, il y a 2 approches différentes. Et là, l'UMP n'est pas sur la même ligne que dans votre conseil municipal. Exact, mais c'est leur problème à eux. Je pense qu'au niveau de la région, effectivement, ils attendent les résultats des expertises en cours. Très bien, merci encore une fois Roland Ries. Le sénateur de la Manche, Jean-François Legrand, décide de quitter l'UMP. Il se définit lui-même comme gaulliste social et il dit regretter la dérive droitière du parti majoritaire. Il dénonce notamment, dit-il, une course à l'échalote derrière le Front National. Le sacro-saint droit du sol qui permet d'obtenir automatiquement la nationalité française quand on est né en France est-il remis en cause? Le Sénat, en tout cas, entend corriger l'Assemblée nationale sur un amendement de la droite populaire portant sur ce point. Un extrait tout à l'heure des échanges lors du débat en seconde lecture du projet de loi sur l'immigration. Depuis 1889, les enfants qui naissent en France de parents étrangers et qui vivent de façon continue sur le sol national deviennent automatiquement français à leur majorité, c'est-à-dire actuellement à l'âge de 18 ans. Si ces dispositions étaient votées ou étaient réintroduites, eh bien, elles remettraient en cause, et vraiment sans raison valable, un principe majeur de notre droit de la nationalité. Sans avoir à se prononcer sur le fond, une telle disposition qui constitue une mesure nouvelle sans lien direct avec une disposition du texte en discussion, puisqu'elle concerne l'acquisition automatique de la nationalité française et non la naturalisation ou l'acquisition par déclaration, ne satisfait pas à la règle de l'entonnoir et présente pour cette raison un véritable risque d'inconstitutionnalité duralex sed lex, mais c'est pourquoi votre commission l'a écarté. Voilà, avec nous donc Éliane Assassi, bonsoir, sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous, et Dominique Paillet, présidente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ancien porte-parole de l'UMP. Donc on parle d'abord de cette remise en cause du droit du sol, vous allez nous dire l'un et l'autre quelle est votre interprétation. Je rappelle simplement que 30 000 jeunes naissent chaque année en France de parents étrangers, l'immense majorité demande cette nationalité entre 13 et 16 ans. Environ 3000 ne font pas la démarche. Leur demander de le faire à 18 ans, est-ce un scandale, Éliane Assassi? Oui, moi je pense que c'est un scandale. D'abord, ce sont, vous l'avez dit, majoritairement des jeunes gens, enfin ce sont des jeunes gens qui sont nés en France, donc de facto, ils devraient obtenir la nationalité française sans avoir à entreprendre des démarches administratives pour qu'il en soit ainsi. Donc, pourquoi ne le font-ils pas? Ils sont très minoritaires. Oui, pourquoi ne le font-ils pas? Je pense
pense que la stigmatisation de l'étranger, l'histoire, etc. pèse beaucoup, et il y en a effectivement qui craignent cette démarche pour une raison en plus toute simple, c'est qu'ils ont souvent des parents qui ne sont pas de nationalité française, qui sont étrangers et qu'ils craignent aussi pour leur famille. Moi, je me satisfais vraiment du travail de la commission des lois et de ce que le rapporteur a pu dire tout à l'heure en séance. Je pense qu'il est à la hauteur de la sagesse de la Haute Assemblée. Voilà. Alors, Dominique Paillet, votre point de vue sur cette remise, donc dénoncer cette remise en cause, dénoncer du droit du sol. Ce qui me choquerait, c'est qu'on remette justement en cause le droit du sol, qui fait partie des fondements de notre République, mais qu'il y ait une démarche de volontariat pour confirmer l'acquisition de la nationalité ou la volonté réelle d'acquérir cette nationalité, de se l'avoir confirmée, ça ne me choque pas outre mesure. Je pense que quand on est français, on est fier de l'être, et lorsqu'on a une démarche administrative pour que ça soit confirmé, je ne vois pas pourquoi on y rechignerait. C'est une manière d'exprimer sa fierté d'être français. En quelque sorte. Et ça ne me choque pas. Moi, ça me choque parce que, M. Paillet, vous ne confirmez pas votre nationalité française, je ne la confirme pas. Au nom de quoi devrait-on confirmer sa nationalité française dès lors qu'on est né sur le territoire français? Mais vous êtes d'accord avec moi, madame, que ça ne remet pas en cause le droit du sol. C'est un droit qui est acquis sous réserve de confirmation par l'intéressé lui-même. Je ne vois que certains jeunes n'auront pas la nationalité. Écoutez, pourquoi est-ce que ces jeunes ne feraient pas ces démarches qui ne sont quand même pas des démarches extraordinairement importantes? Autrefois, on allait se faire recenser pour le service national. Point barre. Tout le monde. Tout le monde. Oui, non, mais certes tout le monde. Mais là, sincèrement, ça ne me choque pas. Dès lors que ça ne remet pas en cause le droit du sol, qui, je le répète, est un fondement de notre pacte républicain. En tous les cas, on a entendu à l'instant François Zocchetto, le président du groupe centriste, et puis François-Noël Buffet, qui est le rapporteur de la loi UMP, qui sont très réticents, contrairement à vous, Dominique Paillet. Mais est-ce que le Sénat tranchera? Je veux dire que, encore une fois, cette assemblée est souveraine. Madame Assassi, le Sénat tranchera, mais il y aura la CMP aussi. Est-ce que vous pensez, Madame Assassi, que peuvent être introduits on prête l'intention à Claude Guéant de réintroduire cet amendement? Oui. Visiblement, c'est ce qui devrait se passer, mais nous serons là pour défendre l'intérêt de ces jeunes. Alors, à l'initiative, je le disais, de cet amendement débattu, contesté par le Sénat, il y a la droite populaire à l'Assemblée nationale qui est donc à l'avant-garde de ce qu'on appelle la droitisation de la majorité. Ça, vous la dénoncez, Dominique Paillet? Moi, je la dénonce, oui, haut et fort. Alors, faut-il voir dans cet amendement contesté, y compris donc par la majorité UMP du Sénat, un message qui prendrait place dans un discours plus global du ministre de l'Intérieur notamment, qui a réaffirmé aujourd'hui qu'il voulait combattre l'immigration légale en réduisant notamment le nombre de titres de séjour. Et le regroupement familial aussi. Il veut aussi réduire le regroupement. Je pense qu'on assiste à une certaine radicalité, effectivement, avec le nouveau ministre de l'Intérieur et de l'immigration. Cela dit, moi, je pense que les sénateurs sont très mécontents de la façon dont l'Assemblée nationale a débattu du texte sur l'immigration en seconde lecture, avec un certain mépris affiché quand même à l'égard de la haute Assemblée. Il y a des débats d'idées très forts. Je pense que nous avons au Sénat la chance, entre guillemets, d'avoir des parlementaires, y compris au sein de l'UMP, pour lesquels le droit a encore du sens et qu'il l'exprime en tant que tel. Et moi, je ne peux que m'en féliciter. Et ce qui crée en plus un débat démocratique, un échange d'idées, et in fine, nous décidons. Mais je pense que le Sénat a su faire ce genre de choses en d'autres temps. Je me rappelle particulièrement des débats autour des tests ADN. Dominique Paillet, donc vous êtes le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est pour une meilleure intégration, dit-il, que Claude Guéant veut limiter l'immigration légale. Est-ce que vous le suivez? Écoutez, moi je n'ai pas à suivre en tant que président de l'Office, je n'ai pas à contester en tant que président de l'Office, je n'ai qu'à suivre. Donc si Claude Guéant décide de limiter le nombre d'immigrés légaux dans ce pays, cette décision sera appliquée par l'Office français d'immigration et d'intégration. Possible, réalisable? Mais c'est possible, c'est du domaine du régalien. Si on décide qu'au lieu d'avoir 30 000 immigrés professionnels par an, on n'en a que 15 000, on ne délivrera les titres de séjour qu'à ces 15 000. Vous connaissez les besoins de l'économie, est-ce une bonne piste? Ce que je dis, c'est que j'ai entendu sur ce sujet Madame Lagarde. J'ai entendu la présidente du MEDEF, Madame Parisot, et je sais que cette immigration répond, parce qu'elle est maîtrisée, à des demandes réelles, notamment du tissu économique national. Alors, si Claude Guéant, et encore une fois c'est son droit,
et nous suivrons Claude Guéant, puisque à l'OFI, notre rôle est d'appliquer la politique gouvernementale sans la commenter. Si Claude Guéant juge qu'il est aujourd'hui opportun de diminuer cette immigration professionnelle, eh bien, nous la diminuerons. Ce sera favorable à l'intégration, selon vous? Moi, je pense que les questions d'intégration se situent ailleurs. Elle se situe dans l'apprentissage de la langue, elle se situe dans l'apprentissage de la citoyenneté. Il y a un très bon rapport qui a été fait par mon ami Gobert au comité à l'intégration sur ce sujet, qui mériterait qu'on réoriente nos moyens, pas forcément qu'on en mette davantage, mais qu'on réoriente nos moyens, au moins pour ceux qui signent un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'ils viennent en France. Alors, Madame Assassi, vous avez envie d'applaudir Christine Lagarde, Laurence Parisot, qui défendent l'immigration du travail? Je n'ai pas envie de dire. Moi, ce que je regrette, voilà, ce que je regrette en premier lieu, c'est qu'un ministre tel que M. Guéant ose proposer ce genre de choses, alors qu'on nous a fait des grands discours sur l'immigration choisie, etc., etc. Et maintenant, on régresse, on est dit, oh non, 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 on ne veut plus d'immigration par le travail. Sauf que tous les économistes le disent, nous aurons besoin en France et dans l'Union européenne d'une population étrangère pour combler les déficits. Vous confirmez, Dominique Payet? Donc c'est à l'heure, voilà. Donc on n'a pas attendu Mme Parisot et Mme Lagarde pour le savoir. Il faudrait demander ça, par exemple, aussi à la FNSEA. Il y a un certain nombre de domaines d'activité, comme le travail saisonnier en agriculture, qui ne fonctionnent qu'avec des travailleurs immigrés qui viennent pendant 6 mois et qui repartent. Donc je crois qu'il faut être, je comprends Claude Guéant, mais il faut être extrêmement touchy, si vous me permettez cette expression. La limitation du nombre d'immigrés en situation légale pour raison professionnelle doit être appréhendée de manière très pointue. Allez, c'était la question du nouvelobs.com. La France doit-elle accueillir les immigrés des révolutions arabes? Autre débat du moment. Et vous avez répondu oui à 34%, non à 60%. Qu'auriez-vous répondu l'un et l'autre, Madame Assassi? Comme quoi la peur, ça marche. Voilà, la stigmatisation des étrangers, ça marche. Oui. Il n'y en a que 20 000, ce qui n'est 25 000, ce qui n'est quand même pas le bout du monde. Dominique Payet, vous répondez quoi à cette question? Je réponds que nous ne devons pas accueillir les immigrés clandestins des révolutions arabes. Et je donne un exemple simple. Nous avons signé dans le cadre de l'immigration choisie, c'est je crois Brice Hortefeux, avec le gouvernement tunisien un accord qui prévoit 9 000 entrées par an. Il n'y en avait jusqu'à aujourd'hui que 2 500. Donc il y a des filières d'immigration régulière qui ne sont pas utilisées. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser prospérer l'immigration clandestine. Oui et non, voilà. Qui vous oppose. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. Dernière page du 19h. L'Europe doit se préparer à des inondations et des sécheresses en série. Avertissement aujourd'hui du GIEC, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les leçons tirées du passage de la tempête Xynthia en France, eh bien 2 propositions de loi identiques voient le jour. Celle de Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, et celle d'Alain Andiani, qui est avec nous, sénateur de Gironde. Des mesures à destination du grand public, mais aussi des élus. Nathalie Guillard. C'est d'abord vers les élus locaux que se concentrent les propositions sénatoriales, avec la création d'une nouvelle catégorie de plan de prévention des risques naturels. Un plan qui prendra toute la mesure des risques de submersion des habitations par la mer. Une mer dont il faudra aussi mieux se protéger. Une augmentation des taxes locales permettra de financer l'entretien des digues. De nouveaux financements auxquels s'ajouteront les budgets nationaux du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. La mission sénatoriale veut par ailleurs renforcer la préparation des populations aux risques et à l'organisation des secours. Une journée nationale de prévention sera créée pour mieux sensibiliser les habitants des zones côtières aux menaces de tempête. Voilà, avec nous donc Alain Andiani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez beaucoup enquêté sur le terrain avec la mission d'information. On apprend aujourd'hui qu'il y a de nouvelles auditions d'élus d'ailleurs à la Faute-sur-Mer. Vous pointez la responsabilité des élus, vous essayez de prévenir certaines légèretés coupables dans votre texte. Oui, vous savez, à mon avis, c'est une défaillance générale. Ce qui a pu se passer, non pas la catastrophe, c'est un événement naturel, mais les dommages causés, c'est une défaillance générale. Mais là, dans la commune, quand même, il y a eu des lotissements qui ont été construits sous le niveau de la mer. Exactement. Mais vous savez, il y a même pire que ça, si je peux me permettre. Il y a eu des maisons qui ont été construites sans permis de construire. Donc on a à la fois des maisons construites sans le permis et à la fois des maisons qui sont construites dans des zones à l'évidence inondables, comme évidemment sous le niveau de la mer. Ça pose 2 types de responsabilités. Responsabilité sans doute de l'élu. Je le concède volontiers, il faut l'admettre, il faut qu'on prévienne. Responsabilité aussi de l'État.
Comment se fait-il que, par exemple, une maison construite sans permis n'ait pas donné lieu à une procédure devant le tribunal? Comment se fait-il qu'une maison construite en dessous du niveau de la mer, le permis de construire n'a pas été ensuite après déféré par le préfet devant le tribunal administratif? Donc il y a eu une défaillance à tous les niveaux, ceux qui décident et ceux qui contrôlent. Et j'ajouterais que parmi ceux qui décident, avant la décision, par exemple, de donner un permis de construire, eh bien, il y a des documents d'urbanisme. Est-ce que les documents d'urbanisme, jusqu'à présent, permettaient d'anticiper ce type de risque? Moi, je ne crois pas. Donc c'est pour ça qu'on propose un certain nombre de documents. Des documents, voilà. Donc ça, c'est à destination des responsables. Et puis il y a, on le disait, l'opinion publique qui n'a pas forcément conscience des risques, hein, malgré ces catastrophes qui se répètent et se rapprochent, comme le confirme le GIEC. Voilà, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure. D'ailleurs, nous, c'est une de nos peurs avec Bruno Retailleau. C'est qu'au fond, plus on s'éloigne dans le temps de ce qui s'est passé en Vendée et en Charente-Maritime, et plus on l'oublie. Pour une raison simple, c'est que ce qui s'est passé il y a maintenant 1 an, c'était déjà passé, mais il y a 20, 30, 50, un siècle. Et qu'il n'y a pas de mémoire. Et c'est ce qu'on appelle l'absence de culture du risque. Voilà. Au fond, une génération passe, la génération suivante oublie que les grands-parents, etc. Entre-temps, il y a eu l'urbanisation, par exemple. Il y a eu l'urbanisation, puis simplement, moi je me rappelle très très bien des visites qu'on avait pu faire. Les gens disaient, mais attendez, on n'a jamais vu d'eau ici. Ou bien même des personnes dont les maisons étaient condamnées à la démolition, parce que situées dans une cuvette, disaient, mais attendez, on ne va pas détruire notre maison, nous on n'a même pas eu d'eau cette fois-ci. C'est-à-dire que la notion de risque n'est pas du tout intégrée, en disant, puisque on ne voit pas de dommages aujourd'hui, il n'y en aura jamais. Mais est-ce qu'on n'a pas une formation accélérée en ce moment avec ces catastrophes? Moi je crois que les uns et les autres aujourd'hui, nous disons tous qu'il y a un réchauffement climatique. Vous savez, il a quand même quelques conséquences, parce que ça augmente de plusieurs centimètres le niveau de la mer, qu'il y a d'autres phénomènes, qu'il y a le phénomène d'urbanisation. Le littoral est devenu une zone évidemment très séduisante, et dans le monde entier d'ailleurs. L'urbanisation, c'est surtout sur le littoral. Donc on a des facteurs de risque de toute nature, y compris sociologiques, et en même temps on a ces catastrophes. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens ont une plus grande conscience. Pas complètement quand même. Il me semble qu'on ne prend pas la dimension, moi je le vois un peu partout. Je me dis, mais est-ce que finalement on ne se crée pas beaucoup de contraintes, beaucoup d'ennuis? Est-ce que c'est si certain que cela que nous sommes exposés? Il y a encore ce type d'interrogation, il faut être très net là-dessus. Ces interrogations, il faut être très net. Ce qui s'est passé avec Cynthia peut demain donner lieu à des catastrophes, donnant encore plus de dommages et plus de pertes de vies humaines. Et les personnes que vous entendez exprimer ce genre d'interrogation défendent des intérêts peut-être? Pas toujours. Alors, vous pouvez avoir évidemment l'urbanisation, vous en parliez tout à l'heure, la spéculation foncière, c'est aussi un des facteurs. On veut construire n'importe où, du moment que ça rapporte de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée, on a vu par exemple un cas d'une personne qui avait construit sa maison, et il y avait une dune devant sa maison, entre sa maison et le rivage. Évidemment, elle voulait voir la mer. Et pour voir la mer, elle a retiré la dune. Et en retirant la dune, elle s'était exposée au risque. Donc il y a une sorte d'inconscience aujourd'hui. Finalement, on est comme à la télévision, on veut voir le spectacle. Et puis on ne pense pas que parfois le spectacle peut devenir un drame. Pourquoi est-ce que vous préparez ou vous présentez 2 propositions de loi avec votre collègue Bruno Retailleau, avec qui vous avez fait équipe? Parce que vous n'êtes pas du même bord politique? Ouais, je crois que c'est pour des questions non, c'est pour des questions de technique parlementaire. On va être franc. Les 2 propositions de loi sont exactement identiques. Oui. Je pense qu'avec c'est pour ça que je vous pose la question. Avec Bruno Retailleau, nous avons parfaitement travaillé, et c'est vrai qu'il y a 2 propositions de loi, parce que c'est l'usage, c'est la coutume. Je vais vous faire un aveu, moi je regrette. Voilà. Je pense qu'on aurait pu, sur un tel sujet, avoir une seule proposition de loi qui nous rassemble. Il y aurait plus de force. C'est la même. Elles viendront, les 2 d'ailleurs, en discussion ensemble début mai. Donc ce sera la même discussion, les mêmes débats, sans doute les mêmes amendements. Mais puisque tout est pareil, pourquoi ne pas faire un seul texte? Voilà, donc on suivra l'évolution de ce texte, de ces textes, même s'ils sont identiques. Donc merci beaucoup, Monsieur Anziani, d'être venu nous voir ce soir. À 22h, c'est Caroline Delage que vous retrouverez sur Public Sénat pour le prochain journal. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire. Bonsoir à tous. Concernant l'Afrique,
Foccart entend tout, Foccart voit tout, Foccart organise tout. Le général de Gaulle lui avait donné une mission bien précise, réussir la décolonisation, accompagner le sens de l'histoire, les pieds sur les freins. On ne le voyait jamais intervenir, il était l'homme de l'ombre, c'est un homme dont on parlait, mais auquel on ne parlait pas. Comment Jacques Foccart est-il devenu et resté pendant tant d'années le monsieur Afrique français? Ce documentaire met en lumière ce conseiller de l'ombre et pose la question de l'influence française dans l'Afrique saharienne hier et aujourd'hui. L'homme qui dirigeait l'Afrique, samedi à 22h sur Public Sénat.